La prochaine déclaration revient à Monsieur Manley. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, je tiens à souligner que nous trouvons sur le territoire ancestral du peuple algonquin. Idéalement, cette réponse à l'honorable ministre, au nom du Parti vert, aurait dû être livrée par l'honorable député de Fredericton. Mais je suis de garde parlementaire aujourd'hui pour le caucus du Parti vert, et c'est en toute humilité que je m'exprime là-dessus aujourd'hui. Honorable député, vous aurez peut-être remarqué ce que je porte aujourd'hui sur ma veste. C'est un mouvement d'hommes et de jeunes hommes autochtones et non autochtones qui s'opposent à la violence envers les femmes et les enfants. Cette campagne a été lancée en 2011 par Paul Lacerte, membre de la Première Nation Carrier, et sa fille Raven. L'idée est née d'un voyage de chasse sur le territoire traditionnel le long du Highway of Tears, une autoroute du nord de la Colombie-Britannique où bon nombre de femmes autochtones ont été assassinées ou ont été portées disparues. Depuis le jour où Paul et Raven ont eu l'inspiration de mettre en place cette campagne, plus d'1 million de peaux de caribou ont été distribuées. Ce carré vise à permettre d'entamer une conversation pour condamner ce type de violence. En tant qu'hommes, nous avons la responsabilité de mettre un terme aux violences commises envers les femmes et les enfants. Nous devons faire ce qu'il faut pour interrompre ce cycle de violence. Certains foyers canadiens ont réussi à faire de l'isolement social du temps de qualité en passant du temps agréable en famille, en cuisinant, en jouant à des jeux, etc. Mais pour bon nombre de femmes et d'enfants, leur foyer n'est pas un endroit sûr. L'isolement social, les difficultés financières, la consommation d'alcool ont contribué à une augmentation des violences envers les femmes et les enfants. À Nanaimo, Lady Smith, des organisations comme la Haven Society, Island Crisis Care Society et the Society for Equity, Inclusion and Advocacy sont en première ligne de cette crise. Je tiens à les remercier de leur bon travail à venir en aide aux femmes et aux enfants qui connaissent de la violence familiale. L'augmentation de la violence envers les femmes est un exemple des répercussions disproportionnées de la pandémie sur les femmes. Aujourd'hui, je vous donnerai d'autres exemples de cela. Cette pandémie a mis au jour les inégalités de notre société et a mis au jour des angles morts parce que souvent les problèmes les plus ancrés sont les plus difficiles à détecter. Nous avons vu l'Italie être à court de respirateurs et on a vu des terrains de foot transformés en hôpitaux de campagne. Nous avons été frappés par ces images qui est le résultat du sous-financement du système de santé. Dans l'empressement de se préparer contre la COVID-19, on a reporté des rendez-vous chez le dentiste ou des chirurgies importantes. Les gouvernements de tous les paliers et les partis de toutes couleurs politiques et les citoyens de partout au pays se sont engagés à aplanir la courbe épidémique. Afin de commander plus de respirateurs et de libérer plus de lits d'hôpitaux, nous avons omis ceux qui seraient le plus touchés par cette crise. Et la COVID-19 a eu un effet particulièrement néfaste dans les centres de soins de longue durée de partout au pays. Cette pandémie a révélé les lacunes et les inégalités que connaît le système de foyers pour personnes âgées privées. Les changements de propriétaires et les mauvaises conditions de travail des employés n'ont rien fait pour aider. Ces employés, pour la majorité d'entre elles des femmes, sont obligés de travailler à plusieurs centres de soins de longue durée pour joindre les deux bouts. L'accroissement des marges de profit a créé les conditions propices à l'expansion de la COVID-19 d'un centre à l'autre. 81% des décès liés à la COVID-19 au Canada ont été associés à des établissements de soins de longue durée. Les établissements de soins privés à but lucratif ont été les plus durement touchés.
Les travailleurs de première ligne pour lesquels nous tapons sur des casseroles chaque nuit sont en majorité des femmes, sont des infirmières, des techniciennes, des aides-soignantes, du personnel de cuisine et des préposés au ménage dans nos systèmes de santé et nos établissements de soins de longue durée. Des travailleuses à bas salaire dans les services essentiels. Très souvent, un travail invisible, non reconnu. Il est important de les encourager, oui, mais encore plus important de veiller à ce qu'elles soient justement rémunérées pour leur travail. Monsieur le Président, le gouvernement a fourni une bouée de sauvetage à de nombreux Canadiens qui ont perdu leur travail à la suite de la COVID-19. Mais trop s'efforcent encore de se maintenir à flot. La semaine dernière, la Chambre de commerce des femmes canadiennes et la Dream Legacy Foundation ont publié les résultats d'une enquête nationale menée auprès de 350 entrepreneuses de tous les horizons, des femmes, minorités visibles, autochtones, LGBTQ, réfugiés, immigrantes. Ils ont constaté que ces propriétaires d'entreprises subissent davantage de conséquences de la crise COVID-19 que d'autres segments de la population. 53% des femmes entrepreneurs ont déclaré avoir une charge supplémentaire de garde d'enfants, contre 12% des hommes entrepreneurs. 61% des entreprises appartenant à des femmes ont déclaré avoir perdu des contrats, des clients et des clients, contre 134% des entreprises canadiennes qui font état d'une annulation de contrat. À Nanaimo Lady Smith, j'ai entendu d'innombrables propriétaires d'entreprises qui subissent des pertes de revenus liées à la COVID. Même avec l'aide du gouvernement, de nombreuses entreprises ne survivront pas à la crise. La plupart des propriétaires de micro-entreprises qui se sont adressés à moi sont des femmes. Elles ont été nombreuses à déclarer ne pas pouvoir avoir accès à l'aide gouvernementale. Ces entrepreneuses me disent que leurs petites entreprises ne survivront sans doute pas jusqu'à la fin de l'année. Je pense à un restaurant qui vient d'ouvrir, qui n'a pas suffisamment d'antécédents commerciaux pour avoir droit à une aide et qui s'accroche comme il peut. Je pense à l'exploitant d'une garderie qui a eu droit à une aide provinciale pour couvrir les frais fixes de son entreprise, les charges, mais qui a découvert que maintenant elle n'est plus admissible à la PCU et qu'elle ne peut plus assurer ses frais de subsistance personnelle. Le Canada se relève. Nous ne devons pas faire un autre faux pas. Nous devons penser aux personnes vulnérables, celles qui passent entre les mailles du filet. Hier, ma collègue, députée de Fredericton, a déclaré qu'elle s'était entretenue avec les dirigeants de l'Association des femmes autochtones du Canada. Elles lui ont dit qu'elles ne se sentaient pas entendues au sein du gouvernement, qu'elles sont frustrées vues à la bureaucratie et aux critères coloniaux des demandes de financement. Elles ont affirmé avoir écrit au Premier ministre le mois dernier pour exprimer leur déception de ne pas être incluses dans les discussions. Ma collègue a dit, à l'approche du premier anniversaire du rapport d'enquête sur les filles et femmes autochtones disparues et assassinées, compte tenu aussi de la récente augmentation du nombre de femmes autochtones victimes de la violence à la suite de la COVID-19, la ministre s'engagera-t-elle à assurer un financement de base direct et solide à l'Association des femmes autochtones du Canada? En fait, très peu de Canadiens savent que l'une des principales recommandations de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées est de créer un revenu annuel garanti pour tous les Canadiens, en tenant compte de la diversité, des besoins, des réalités et des lieux géographiques. En 2 mois à peine, l'idée d'un revenu annuel garanti est passée d'une discussion politique arcane à un débat général. C'est une idée qui gagne du terrain dans tout l'éventail politique. L'Espagne a récemment annoncé son intention d'instituer un tel programme. Un revenu minimal vital garanti réduirait les inégalités au pays, atténuerait de nombreux problèmes sociaux liés à l'illégalité. J'exhorte le gouvernement à envisager cette possibilité. En effet, nous devons investir dans les structures qui nous lient. Sinon, notre pays risque de se désagréger. Je veux que notre engagement à protéger notre système de santé contre une surcharge se reflète dans notre réponse à la crise de la santé mentale, à la crise du logement, à la crise actuelle des femmes autochtones disparues et assassinées et à la crise de violences domestiques. Trop de Canadiens, trop de Canadiennes passent entre les mailles du filet. Un nombre disproportionné d'entre eux sont des femmes. Au sein du Parlement, nous pouvons faire des choix politiques qui aplatiront la courbe des inégalités dans le pays et dans le monde. Moi, je l'avoue.